Vous êtes bien dans un état critique, saison 1, épisode 5. Au programme de l'heure qui suit, Thunderbolts, avec le petit Astérix dessus, Sinners et une série, Severance. On va tâcher de pas trop spoiler, promis. Bref, comme d'habitude, on a vu des films et donc des séries, on a aimé, on est passé à côté, on vous dit tout. Et croyez-moi, aujourd'hui, ça peut saigner. Les débats du mois vont tourner autour des productions Netflix et spécialement de ces films d'action avec la sortie de Ravage. Pourquoi c'est jamais ouf. Et puis, on parlera quand même de cette breaking news trumpesque. La critique vintage nous a fait revoir un film avec un robot sympa des années 80. Est-ce que ça a vieilli ou pas? Spoiler, oui. Et en fin d'émission, nos recommandations à voir, entendre ou lire. Avec moi, les Riri, Fifi et Loulou de la critique, Olivier, Christophe et Florian. Je suis Lilian et on commence tout de suite après la virgule. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous. Spotify, Deezer, Apple Podcast, PodCloud. Vous nous mettez les 5 étoiles et c'est que de l'amour. Et on est même aussi sur Facebook et YouTube. Là aussi, abonnez-vous. Christophe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Et Florian, bonsoir. Bonsoir. Ah bon, alors avant de nous lancer là dans les grands débats critiques, et il y a plein de choses à raconter, je tiens à remercier les 48 personnes qui sont abonnées. C'est incroyable, il y a 48 personnes qui sont abonnées. Alors je sais pas si vous êtes 48 à écouter à chaque fois qu'on fait un épisode. Il y a en moyenne une trentaine d'écoutes de ces épisodes. Sur cette émission, on essaye, on tente, on fait des choses. On va essayer de continuer d'améliorer les setups, les techniques, nos critiques, etc., etc. Si effectivement vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire de temps à autre. Ça nous ferait vraiment très très plaisir parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à essayer de faire ça. Voilà, ça fait plaisir. Christophe s'occupe de tout ce qui est page YouTube et page Facebook. Moi, je fais un petit peu tout le reste. Florian n'en branle pas une et Olivier critique tout. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à fonctionner. Et en tout cas, merci. On voit à travers les écoutes que vous êtes un certain nombre à nous suivre. Alors, on va tout de suite rentrer dans le feu de l'action avec la marvellerie du mois, les Thunderbolts avec l'Astérix. On va pas expliquer pourquoi il y a un Astérix. Mais Christophe, est-ce que tu nous ferais pas le petit résumé de ça? Oui, alors comme avec Marvel, avec toute ma bonne foi sur le studio. Donc parce que quand tu as épuisé tous tes héros, il faut bien que tu fasses quelque chose de tes figurants. Dans un univers post-Thanos où tout le monde est en dépression, le gouvernement décide de confier la sécurité du monde à une bande de gentils vilains, mais pas trop. Au casting, une espionne qui a lu le manuel de Black Widow, un soldat de l'hiver en pleine crise existentielle ou un Captain America discount. Le plan, une mission super secrète, forcément foireuse, menée par une équipe que même Nick Fury n'appellerait pas pour monter un meuble Ikea. Franchement, c'est un très beau résumé. C'est ChatGPT qui te l'a fait ou tu t'es jeté dedans à fond furieux là? Ah, violent. C'est super. Alors, qui veut se lancer le premier là-dedans? Florian? Allez, j'y vais. Écoute, je te trouve un petit peu dur dans ton résumé, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis pas non plus éclaté. Je trouve que la fin est beaucoup plus réussie que le début. Le traitement qu'ils font de la solitude, du travail autour de la dépression, tout ça, je trouve que c'est assez intéressant. Lewis Pullman, je le trouve super. Après, c'est vrai que bon, c'est compliqué. On sait très bien que c'est pas des vrais méchants. De toute façon, ça tiendrait pas la route. C'est des personnages qu'on connaît déjà, qui n'ont pas vraiment vocation à exister seuls, ou alors peut-être le personnage de la nouvelle Black Widow. Mais bon, je trouve que par rapport à un Suicide Squad, ça tient quand même un petit peu mieux la route, peut-être parce que il n'y a pas l'écueil de devoir présenter tous les personnages puisqu'on les connaît déjà un petit peu. Donc c'est pas si mal. Après, j'aime beaucoup Sebastian Stan, mais on a un peu l'impression qu'il est là pour pointer quoi. Il erre un peu. Bon, voilà, c'est pas incroyable.
voilà, j'ai pas passé un mauvais moment. Je suis pas sûr que je m'en souviendrai. Bon, ne parlons pas des scènes post-génériques, mais ou alors on en parlera après. Voilà, il y a un peu de pour, un peu de contre. Je vous laisse un petit peu en parler, vous, qu'on pourra un peu développer tout ça, mais bon voilà, je suis un petit peu mitigé. J'attends de voir ce que vous en avez pensé. Christophe, après ton magnifique synopsis. Alors, mon synopsis était volontairement ironique. Hein. Ça va être même un running gag sur tous les futurs Marvel, parce que j'ai tendance à décrocher un peu, mais pour autant, je trouve que c'est un des meilleurs Marvel depuis Endgame. Parce que moi, j'ai passé plutôt un bon moment. C'est même assez sombre pour un Marvel, ça parle beaucoup des traumas des personnages, et les personnages sont d'ailleurs vachement plus intéressants que les films ou les séries dont ils sont issus. Alors moi, il y en avait même que j'avais totalement zappé. Je sais, Taskmaster, un truc comme ça. Taskmaster. Voilà. Et le jeu, juste avant le film, je vous ai demandé c'est qui ça sur l'affiche. Il y a 3 personnages que je reconnaissais pas, mais bon. Et ce qui est bien, c'est que t'as pas longtemps à la subir. Oui, voilà. Mais c'est con parce que le design du personnage, il est plutôt sympa, mais bon. Et Florence Pugh, ouais, c'est celle qui ressort du lot parce qu'elle a un charisme de malade, cette actrice, et puis elle joue bien. Et c'est rare dans Marvel qu'il y ait du bon jeu d'acteur, je trouve. Il y a un effort sur la mise en scène. Je trouve que ça dénote des derniers Marvel qu'on avait, qui étaient tout en CGI. Là, il y a beaucoup d'effets pratiques, il y a beaucoup de décors naturels, même le climax. Ça se passe en ville avec t'as des passants autour, les super-héros sont là pour sauver les passants. Ça devient assez rare dans du Marvel et c'est quand même la base des super-héros. Après, ouais, comme disait Florian, il y a des personnages qui sont moins développés. Le soldat de l'hiver, c'est con, c'est le plus connu et on s'était pas mal attaché dans les premières phases et depuis, ils en font pas grand-chose, Marvel. Même dans la série qu'ils avaient fait avec lui et le Faucon, je trouve pas qu'il a été extrêmement développé. Et puis l'humour qui me fait souvent décrocher dans Marvel est mieux maîtrisé, mais il y a le Red Guardian là, quel enfer, hein, le personnage, mais dès qu'il apparaissait à l'écran, je me prenais la tête dans les mains. Mais ouais, non, globalement, j'ai passé un bon moment et la dernière partie du film est vraiment sympa. La dernière partie du film, je me suis régalé. Plutôt sympa. Alors, moi, pour donner mon avis avant de laisser Olivier donner le sien, je dirais que déjà le moins bon. Pour moi, le moins bon là-dedans, je vais rebondir un petit peu sur ce que t'as dit, Christophe. Red Guardian, c'est même malaisant. On adore David Harbour, c'est un super comédien, mais franchement, d'en faire ce personnage aussi débile que possible. Il y a une seule scène qui m'a fait marrer avec lui, c'est quand ils sont dans le camion avec Winter Soldier et qui demande quel sérum de super soldat il a eu. Moi j'ai eu Hydra et toi Régular. Enfin ça c'est, je trouve que ça c'est assez drôle. Julia Louis Dreyfus en méchante cynique, elle est aussi subtile qu'un missile dans un salon. Je trouve qu'elle en fait des tonnes tout le temps, que pour moi elle a pas de charisme. Enfin il y a rien qui fonctionne. Son assistante, ça marche pas non plus. Il y a des trous dans le scénario, des incohérences. En veux-tu, en voilà. Et alors je ne sais pas. Alors c'est pas un spoiler parce que de toute façon Marvel a fait dans sa communication, ouh là là, attention, il y a un des gentils qui meurt très très rapidement. Et puis quand ils ont fait le casting de Doomsday, on voit très bien qu'elle est pas affichée au casting. Je ne sais pas ce qu'Olga Kurylenko, je sais plus comment elle s'appelle, en tant que Taskmaster a fait à Kevin Feige. Mais au moins comme ça, c'est réglé. Et c'est totalement débile parce que c'est un méchant qui pouvait être très intéressant, même s'il a été effectivement complètement sous-exploité. En revanche, Florence, alors toi tu dis Pug, mais c'est plutôt Florence Pugh. Florence Pugh, elle est extraordinaire. Je pense qu'elle mériterait vraiment un film Black Widow à elle toute seule. Elle a un charisme de malade mental. C'est une super comédienne. Le début est vraiment très très bon avec elle. Je trouve qu'elle prend tout l'écran. Et puis en fait, la relation qu'elle a avec Sentry Void, donc avec le personnage de Bob, rappelle quand même beaucoup
la relation que pouvait avoir la Black Widow originelle avec Hulk, et on sent que ça va être poussé un tout petit peu plus loin. Donc c'est quand même un modèle qui existait déjà, mais ils en ont fait, à mon avis, une version 2.0. C'est vrai que ça développe des personnages un petit peu mieux, y compris le faux Captain America là, avec son pour le coup avec son bouclier tout pété. Pareil au niveau de la réal, je suis assez d'accord. Les scènes de baston sont vraiment bien. Ça aurait été complètement débile de faire du CGI en permanence avec des personnages qui n'ont pas de super pouvoir et qui doivent donc se confronter à un super méchant qui est beaucoup trop fort pour eux. Ils doivent passer sur autre chose. Après, il y a des trucs un petit peu ridicules. Ils sauvent des passants et tout le monde se met à les applaudir. Et je me suis dit, ça c'est vraiment le crop qu'on ne veut plus voir dans les films en fait de super-héros. Le public qui applaudit des gens en plein milieu d'une scène où tout le monde est en train d'être avalé par le Void, par Void plus exactement. Donc voilà, je trouve que tout ne va pas au bout, mais le dernier quart d'heure qui nous fait passer dans une espèce de multiverse of madness est hyper intelligent. Je pense que ça aurait pu même aller un peu plus loin, mais je trouve que évidemment par rapport à Brave New World, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais en fait, Marvel, vous me direz si je me trompe, passe son temps à faire des films où on se dit Marvel est de retour, et le film d'après, Marvel est complètement planté. Marvel est de retour, Marvel est complètement planté. On a ça en fait en permanence là depuis quelques années. Donc si on dit que Marvel est de retour pour Thunderbolt, j'ai très très peur pour les Fantastic Four. Voilà. Olivier. Bah, vous qui me reprochez d'être trop long, voilà. Je vais faire relativement court parce que vous avez un peu tout dit. Moi, j'ai passé un très bon moment. Pour moi, c'est le meilleur Marvel. Alors, encore une fois, c'est vrai que c'est pas compliqué hein, vu les boosts qu'on a pu avoir, mais depuis les Gardiens de la Galaxie 3, il y a le multiverse, le Docteur Strange que j'avais bien aimé, mais là j'ai passé franchement un excellent moment, même avec ses défauts. L'équipe, bon je vais pas revenir sur les comédiens, alors même si Christophe je suis pas d'accord avec toi quand tu dis c'est rare chez Marvel qu'on ait des bons niveaux de jeu, je sais plus comment t'as dit ça, bon, ouais, peut-être pas exagéré non plus. Non, l'équipe fonctionne. Le film réussit à rendre les personnages touchants. Alors, on n'est pas non plus, c'est pas le talent de James Gunn non plus, mais effectivement des personnages dont on n'avait pas grand chose à faire, voire qui étaient ultra agaçants, comme le US Agent, le fake Captain America, là commence à avoir une profondeur. Bon, perso de Florence Pugh aussi. Donc ouais, j'ai passé un super moment. C'est bien filmé. Oui, il y a des trous de scénario. Bon, on reste dans un film de super-héros. Il y en a même dans les très bons Marvel, il y a des trous de scénar aussi. La fin, la fin effectivement est hyper originale. Il y a un espèce de renouveau, quelque chose qu'on n'avait pas trop vu jusqu'ici, à part peut-être effectivement dans le multiverse. Moi, j'ai un peu oublié ses défauts et j'ai vraiment passé un excellent moment. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Vous avez un peu tout dit. Sur les scènes post-génériques, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Olivier, par exemple? Enfin, peut-être plus la deuxième que la première, qui est juste un gag oui. Encore chiant, quoi. Alors le problème, c'est que c'est compliqué d'en parler sans spoiler. Notamment, c'est là qu'on a l'explication de l'Astérix. À voir, parce que là, ça s'éloigne vraiment des comics en termes d'explication. Et puis le truc qu'on voit à la fin, on l'attend tellement et ça a été tellement sous-entendu dans ce qui va suivre dans l'univers Marvel que c'est pas une énorme surprise. Voilà, on s'y attend. Bon, ça spoil. Après la scène, ils ont oui. Bah, ça spoil la mort sans vraiment spoiler en fait, parce qu'on s'en doute. Par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est le record de la scène post-générique la plus longue de chez Marvel. Ah, c'est carrément tout un truc. Voilà, non, on s'y attend. Ça spoil sans vraiment spoiler. Hein. Très sincèrement, pas grande surprise. Si tu. Ouais, mais. Oui, vas-y, Florian. Non, mais ceci dit, je ne comprends pas pourquoi ils font ça à ce moment-là, même si effectivement ça spoil sans spoiler, tout ça. Il y a quand même
une œuvre derrière que tu as envie de découvrir de bout en bout. Qu'est-ce que ça peut leur... tu vois, pourquoi ne pas... c'est dur de dire ça sans spoiler, mais pourquoi ne pas réserver cette scène-là à la fin d'un autre film qui pourrait sortir plus tard? On n'a pas besoin de voir ça maintenant, en fait. Je comprends pas pourquoi... Oui, parce que ça Mais ils spoil l'ont quand toujours même ça à beaucoup. ce moment-là. Ouais, pas tant que ça. Ouais. Je trouve pas tant que ça. Ils n'ont pas tant fait. Non, en fait, il y a des scènes post-génériques qui nous teasaient des trucs, mais sans nous révéler quoi que ce soit. Là, c'est clairement, ça nous révèle quand même un truc énorme. Même si je suis d'accord avec toi, on s'en doute, on n'est pas con. C'est logique. Oui, il y a une logique, mais Et logique pour la la logique, suite. bien sûr, mais la logique, elle peut arriver plus tard, elle peut arriver différemment. On n'est pas les scénaristes de Marvel. On peut aussi pouvoir avoir envie de se faire surprendre, même si on sait que à un moment ça va arriver. Peut-être que c'est pas forcément à ce moment-là, mais là clairement, tu vois, c'est comme effectivement le reveal de tout le casting. Bon bah tu te dis ok, Taskmaster, bon puis en plus ils l'ont coulé n'importe comment. Bon bref, mais je trouve ça un petit peu dommage quoi. Je pense que on n'avait pas vraiment besoin de ça. Mais bon, après, écoute, il donne à manger, mais... Mais peut-être Bon, que parfois Marvel peut avoir tendance à trop donner à manger et même si j'ai du mal à être complètement comme Christophe, je comprends la démarche de Christophe de ne jamais regarder une bande-annonce d'un film parce que c'est ce que tu fais, Christophe, quand tu vas voir un film, après tu regardes la bande-annonce. C'est ça, je regarde les bandes annonces après. Après, là, pour la scène post-générique, pour le coup, moi qui vois pas les bandes annonces des prochains Marvel, il y a que les 4 Fantastiques qui est sorti. Je pense pas qu'il y ait eu de bande annonce après les 4 Fantastiques chez les Avengers, c'est ça? Oui, enfin, de toute façon, enfin, il y aura un Spider-Man avant les... Là, il y a un Spider-Man avant. Ouais, Je croyais que c'était après les Spider-Man. Mais en tout cas, pour moi, la deuxième scène post-générique, ça m'a rien spoilé parce que, enfin, je m'attendais bien à ce que ça arrive. Ouais, alors que je vois rien, j'écoutais rien. Le casting des Avengers, je le connais pas parce que moi je suis pas allé le regarder. Mais t'es un des seuls humains sur Terre, je pense, qui fait ça. Voilà, donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais quand on va parler de Sinner ou Signer, je sais pas comment on dit. Sinners. La bande-annonce, quel enfer d'avoir fait cette bande-annonce. Hein. Enfin, c'est pour ça que je regarde plus les bandes annonces. Alors. Ouais, non, mais je comprends. Ouais. Justement, la transition est bien faite, Christophe. Sinners. Oui, donc je vais faire beaucoup plus simple. Dans le Mississippi des années 30, 2 frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour s'affranchir de leur lourd passé et ouvrir un club de blues au cœur d'une communauté noire opprimée. Tandis que la musique devient un acte de résistance, ils doivent faire face à la terreur du Ku Klux Klan et à des forces obscures qui ravivent les blessures du passé. Alors, on est, je crois, 3 à l'avoir vu. Florian, tu l'as pas vu, hein? Non. Eh bien, Olivier, à toi la parole. Alors, parce que je sais déjà ce que vous en pensez un peu. Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est un film d'une richesse assez dingue. Le réal, voilà que j'ai zappé son nom. Ryan Coogler. Ryan Coogler, voilà, pardon. Malgré qu'il ait jusque-là fait du gros commercial, à part son premier film qui s'appelait Fruit Station, je crois, que ce soit les Creed ou que ce soit les Black Panther, je trouve qu'il a un vrai talent de mise en scène, d'esthétique, qu'on retrouve là, alors démultiplié. Je trouve que c'est un film d'une beauté assez dingue. C'est un bel hommage de sa part à ses racines, qui passe évidemment par la musique. C'est une véritable ode au blues. Moi, j'ai vraiment... alors on peut lui reprocher des longueurs, mais je trouve que ce rythme, c'est le rythme du blues, justement. Et j'ai aussi aimé ce mélange des genres. C'est en même temps un film politique, un film social, un faux film de gangster, et évidemment un film fantastique.
ça pourrait être un peu résumé entre un mélange entre Une nuit en enfer et les films de Jordan Peele. Vous voyez, Us, Get Out, beaucoup plus cérébraux. Donc oui, il a réussi à faire un film. Voilà, je crois que je spoil pas beaucoup, un film de vampire, avec des effets, tout ça, tout en faisant un film d'auteur. Cette dimension politique qu'il arrive à faire passer à travers cette histoire entre guillemets basique de vampire, je trouve ça hyper intéressant. Alors je pense que ça va beaucoup discuter sur le quel sens politique il a donné à son film, mais voilà, il y a ce côté fraternité, les vampires sont une vraie fraternité sans distinction de peau, contre le racisme, donc à l'époque, le Ku Klux Klan, tout ça, tout en amenant des moments complètement décalés. Il y a une scène dont on pourra peut-être reparler, une scène musicale de danse que moi je trouve assez, voire complètement dingue, et des moments qui sont plutôt drôles. Voilà, moi j'ai adoré. Christophe. Alors, en étant moins dithyrambique qu'Olivier, ça reste mon film préféré du mois. Après, j'ai pas eu de film qui m'a transcendé ce mois-ci, mais je trouve que c'est une très belle proposition. Alors, le côté du vampire, c'est là que je suis content de. Maintenant que t'en as parlé, je peux en parler. J'en avais pas parlé dans mon pitch. Pour le coup, quand j'ai vu la bande-annonce après, je suis tombé de ma chaise en me disant, mais il te parle d'un truc qui arrive au bout d'1h30 de film, quoi. Et même dans la bande-annonce, il te parle de ce qui arrive à un personnage au bout d'1h50 de film. À un Oui, moment, ça c'est les vrai. bandes annonces, c'est même le fait qu'il y ait des vampires. Enfin, moi, le fait de pas savoir qu'il y a de vampires, ça m'a fait un choc parce que je m'attendais clairement à voir un film historique sur la communauté noire pendant le Ku Klux Klan, le blues. Et alors, il y a ça, il y a énormément ça dans le film, mais quand il y a le fantastique qui arrive, j'étais pas prêt pour le coup. Et le blues, le blues est énormément présent, c'est presque un personnage à part entière, et c'est le catalyseur de tous les événements qui vont arriver, parce que tous les événements du film arrivent par le blues. Il y aurait pas cette histoire de blues, il y aurait pas ce club, il y aurait pas ce combat de musique presque, parce qu'il y a énormément de dualité dans le film, que ce soit la musique, le blues ou la musique irlandaise, les blancs, les noirs, la religion vaudou, la religion chrétienne. Et le blues amène aussi les scènes marquantes. La scène dont tu parles, c'est un plan séquence. Pour moi, c'est un plan de séquence les plus bluffants des 10 dernières années. Moi, ça m'a tué par terre ce plan. J'étais scotché par la maîtrise du truc. Tout ce que ça raconte par l'image et la musique, c'était assez fou. Et c'est très beau. C'est vraiment très beau. Après, j'ai quand même des petites réserves. Déjà, le fait d'avoir choisi 2 jumeaux. Je trouve pas qu'ils apportent grand-chose, mis à part que ça fait un cachet en moins à payer. Ça aurait été 2 frangins lambda, ça aurait été la même. Enfin, je vois pas ce que ça apporte de plus que ça. Et un autre truc que je trouve un peu bête, c'est que quand ça part dans le grand spectacle, ça reste du grand spectacle, mais je trouve le film moins impressionnant que dans sa première partie, justement. C'est pas forcément les scènes les mieux maîtrisées visuellement. Ça aurait pu plus casser la gueule. Et puis après, le film est extrêmement dense, il y a vraiment beaucoup de sujets. Ça fait que c'est un peu confus. Et d'ailleurs, on en a parlé tous les trois, et on a aucun de nous trois qui a le même point de vue sur le film. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse? Je sais pas, parce que on a tous les trois un avis sur la représentation des vampires. On n'a pas la même. Et c'est peut-être un bon point, ou peut-être qu'ils n'ont pas réussi à vraiment dire ce qu'ils voulaient dire, mais reste que j'ai passé vraiment un bon moment. Par contre, la dernière scène après le climax, pour moi, elle est en trop. Elle apporte pas grand-chose, mis à part qu'elle est un peu jubilatoire. Enfin, moi, le message que j'en avais compris du film, il était déjà passé avant. Oui, Voilà. et il y a aussi une scène post-générique. Oui. Je pense qu'elle est encore plus longue que celle des Thunderbolts. Et pour le coup, elle est pas mal, la scène post-générique. Il y en a même une deuxième qui sert à pas grand-chose. Et depuis, on a appris qu'il y aurait sûrement une suite. En fait, il réfléchissait à une suite. Ah bon? Ça pourrait devenir une franchise, exactement. Ouais. Je sais pas. D'ailleurs, c'est un film
original. C'est rare les blockbusters qui sont issus de rien et ça devient assez rare. Hein. C'est souvent des suites, des adaptations, des remakes. Bah, là, ça Et va être le premier. après, Là. voilà. Ça va être les prochains seront une franchise, mais au moins ils ont sorti quelque chose d'original, même si pour le coup, oui, il y a un peu un côté une nuit en enfer. On est tous d'accord. Olivier, rapidement, tu voulais réagir sur le fait des jumeaux. Alors, on dit des jumeaux, hein, c'est pas la peine de dire deux jumeaux, t'inquiète. Forcément, ils sont deux quand ils sont jumeaux. Non, je crois que ça amène. Alors, ça serait aussi un peu spoiler la fin, mais il y a un côté sur la dualité. C'est compliqué d'en parler parce que. C'est dans la bande-annonce, alors tu peux y aller. Non, mais voilà, c'est les deux. Ça devient les deux faces d'un même personnage en fait, d'une certaine manière. Enfin, tel que je l'ai vu. Après, oui, fort, ça aurait pu être deux pour frères. Pour rebondir sur Sévérance, t'es très fort, Olivier. Ah oui. Oui, parce que après on va effectivement parler de Severance. Non, moi rapidement parce que je voudrais bien faire de la polémique. Mais pour moi, j'ai deux seuls problèmes avec ce film que je trouve être plutôt bien réalisé. Effectivement, la grande scène dont tout le monde parle, qui est le plan séquence. Alors, je pense qu'il y a des plans séquences pour moi beaucoup plus forts, ne serait-ce que dans la série Adolescence. Mais donc, ce plan séquence qui nous montre comment la musique blues a pu être inspiré par des musiques plus anciennes et comment le blues va ensuite inspirer d'autres musiques actuelles, même si j'ai un petit doute quand même sur le plan où la meuf elle twerk. Blues et twerk, je l'ai pas, mais peut-être qu'il y a un pro en musicologie qui pourra m'expliquer d'où ça vient. Non, c'est la musique noire en général. Ouais, c'est ce que j'allais dire, musique noire. En général, mais après ça s'ouvre quand même beaucoup. C'est pour ça. Je trouve que ça s'ouvre quand même beaucoup, mais sachant que il y a pas que les noirs qui font de la guitare électrique, il y a pas que les noirs qui font du rap, il y a pas que les noirs qui font de la musique électronique. Donc c'est pour ça que et cette musique ouvre sur tout ça. Évidemment, on peut parler aussi quand même du compositeur. C'est Ludwig, comment il s'appelle déjà, Göransson. Ouais. C'est ça, qui a fait un travail de musique dinguissime. Ça, pour moi, c'est vraiment le gros point fort du film. Évidemment, je le trouve un petit peu long. Non, moi, ma seule vraie réserve là-dedans, c'est quand même, c'est un film qu'on pourrait, à un moment ou à un autre, un tout petit peu de taxer de racisme, parce que tout ce qui est blanc est forcément négatif et violence et trahison. Après, j'aime beaucoup ce que tu dis, Olivier, sur la vision du vampire, qui est vachement intéressante, de celle d'une famille, de celle qui ils ont une mémoire en commun et tout ça, donc ça c'est vachement intéressant. Et je me disais pendant que je regardais le film, au bout d'un moment, je me dis tiens, c'est marrant parce que quelle est la logique pour moi un vampire? Bon, on a compris, c'est une image politique très forte. Tu vas croquer le cou de quelqu'un, tu vas t'emparer de ce qu'il est. Donc en gros, voilà, ces vampires-là sont évidemment, en tout cas dans le film, sont irlandais. Ils viennent chanter même en dehors du club leur petite musique irlandaise. Vampiriser la musique ou la culture afro-américaine, je l'ai pas non plus comment les Irlandais auraient pu vraiment intégrer ça. Donc je me posais déjà la question et je me dis tiens, si t'avais fait le film dans le sens contraire, avec que des blancs irlandais qui avaient fait leur petit club entre eux à vouloir faire un truc irlandais et qu'ils empêchaient les noirs de rentrer, qui seraient venus jouer leur blues, leur gospel ou je ne sais quoi. Je pense que c'est un film qui serait fait canceller à peu près 2 minutes. Alors peut-être pas sous l'Amérique de Trump, tu me diras, on parlera de Trump tout à l'heure, mais c'était plus ça où je me disais j'ai un petit problème je vais pas dire que le film est raciste, mais j'ai un petit problème sur, je comprends pas en fait au fond du message. Alors j'ai lu des critiques et tout ça, mais qui essayent d'expliquer, et je me trouve moi, voilà, un petit peu en dehors. On en parlait un petit peu aussi avec Olivier. Effectivement, chaque film, tous les films, hein, même qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est un acte politique. Donc là derrière, le côté politique, le message politique de ce film, je le comprends pas très bien. Peut-être que toi, Olivier, tu voulais donner ta vision de ça? Non, mais encore une fois, comme on en a parlé en off, les gens ils se disent ouais tiens les gars ils discutent, en fait ils font l'émission en off. Mais non, moi j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Ok. Et si quand bien même tu as raison, ce qui est peut-être le cas, hein, j'en sais rien, moi je dis juste je l'ai pas vu ça. Mais ça serait dans l'autre sens.
Bah ouais, un moment, on est dans les États-Unis des années 30. Bah, les Blancs, ils avaient pas ces problèmes-là, donc à un moment, quand on fait un film politique comme ça, oui, bah on montre. C'est comme les films sur les cités. À un moment, on parle pas des problèmes des petits blancs, qui en ont aussi, hein, bien sûr, mais on va surtout montrer, si on fait un biopic sur les problèmes des années 80, oui, ça va être toute la répression anti-algérienne qu'il y a pu avoir ou des choses comme ça. Moi je trouve ça assez aussi normal de le montrer dans ce sens-là et pas obligatoirement dans l'autre. Moi en tout cas, pardon, je te donne juste la parole après, Christophe. Pour terminer, moi je pensais que ce que disait Christophe, c'est que il y a la dernière scène qui est un petit peu jubilatoire avec le Ku Klux Klan. Si moi t'avais fait des Irlandais, des mecs du Ku Klux Klan et que ça soit des vampires du Ku Klux Klan, parce qu'on voit que dans le Ku Klux Klan et historiquement plein de noirs font partie du Ku Klux Klan et encore plus même aujourd'hui, ce qui est complètement délirant. Ça d'un coup, j'aurais trouvé ça vachement plus audacieux et courageux et intéressant. Christophe, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Ouais, alors pour ce côté-là, pour le coup des blancs, il y en a pas beaucoup dans le film. Il y a le gars qui leur vend le futur club, qui est un mec du Ku Klux Klan. Il y a cet Irlandais-là, parce que les deux autres sont pas irlandais. Quand il va aller voir dans leur maison, on se rend compte que les autres sont des membres du Ku Klux Klan. Et pour moi, les vampires, c'est la façon au réalisateur de représenter le Ku Klux Klan. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de nuance. Après, ici, il y a la fille qui est nuancée. Malheureusement, elle amène le mal, mais elle est pas mauvaise sur le fond, cette fille-là. Et enfin, pour moi, le peu de blancs qui sont dans le film sont les vampires et sont là pour représenter le Ku Klux Klan qui veut décimer les noirs. Enfin, je l'ai vu comme ça. Le débat est ouvert. En tout cas, vous nous direz ça en commentaire. Et Florian est puni Kajibi. Severance. Est-ce que Christophe, alors, impossible évidemment de pitcher Severance, mais essaye. Oui, parce que alors là, je sais pas jusqu'où vous voulez aller dans les spoils, mais pour moi, faut éviter. C'est tellement savoureux à découvrir. Je pense que les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils ont une certaine culture geek, pop, et ils font qu'à mon avis, ils l'ont déjà vu. Hein. Tant mieux. Alors, dans un futur dystopique, des employés subissent une procédure pour séparer leurs souvenirs professionnels de leur vie personnelle, créant deux personnalités au sein d'un même corps. Chaque partie d'eux-mêmes n'a aucun souvenir de l'autre, mais cette division pourrait bien cacher des secrets bien plus sombres. Je vais pas aller plus loin. Florian, est-ce que tu as pu terminer la saison 2, toi? Mais bien sûr que je l'ai terminé. Alors vas-y, donne-nous un petit peu ton avis. Qui nous a régalé encore plus, ou encore plus, non, je sais pas. Écoute, moi, la saison 1, c'était pour moi c'est pour moi une des meilleures séries de ces dernières années. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Effectivement, non. Un petit peu moins non, n'importe quoi. Un petit peu moins d'excitation sur la saison 2 que je sais pas, il y a moins de nouveautés et tout ça, mais ceci dit, elle est vraiment de haut niveau, et je trouve que tout le développement autour de la dualité du coup de chacun des personnages qui ont leur extérieur et leur intérieur, leur outie et leur inise, c'est vraiment passionnant sur le libre arbitre, vraiment la conscience, tout ça, et cette fin de saison. On va pas spoiler, je sais pas si même vous fini la saison 2. Bon. Il reste quelques épisodes. On spoil pas de toute façon, mais... Non, c'est vraiment hyper malin. Déjà, le reveal de l'épisode 4, je pense que tu l'as vu, Olivier, dans la forêt. T'as vu ça? Oui. Ouais. Déjà, ça, je trouve que... Non, mais je vais pas... Oui, non, mais... Non, mais déjà, ça a été, je trouve, hyper malin pour relancer la série, pour la faire se dépasser. Je trouve que l'auteur a réussi à
ajouté toute une légende et autour de son concept. Enfin, il l'a vraiment approfondi et j'ai trouvé ça incroyable. Je pensais que le personnage de Patricia Arquette allait un peu tomber dans l'oubli, puis finalement, elle est présente sur la fin. Elle amène quelque chose d'assez mystique et tout ça, un ancrage dans les années, dans comment certaines personnes ont évolué avec cette dingue. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper malin. Et puis alors la mise en scène, Stiller était déjà un acteur incroyable de comédie principalement, mais et là c'est un metteur en scène de dingue quoi. C'est vraiment une pépite. Il a réalisé 5 épisodes en tout. Ouais, et ben il l'a bien fait. C'est les meilleurs. Ouais. Non, mais d'accord, il a réalisé, mais il a forcément un petit rôle de showrunner, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ouais, non, mais même... Voilà, t'essayes de me titiller, mais ça marchera pas. Non. Olivier. Alors donc, comme je viens de vous dire, j'ai pas fini la saison 2. J'ai hâte. Pourtant, j'ai bingé, mais j'y suis pas arrivé. Non, moi, surtout, ce qui me marque, c'est que la première saison, on était quand même, sans dire que c'est une comédie, mais on était souvent dans des, même en termes de situation, dans des choses assez drôles. On était, y avait un côté un peu Spike Jonze, vous voyez, Michel Gondry en plus 2.0. Ouais. De quoi? Il y avait plus d'absurde dans un sens. Oui, c'était dans l'absurde. Et voilà, Gondry, c'est assez juste. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il y avait un côté Gondry en 2.0, voilà, en moins bidouillerie. Et là, la saison 2, c'est dark. Les personnages deviennent de plus en plus sombres. Les situations aussi. Effectivement, il y a des retournements de situation, des choses comme ça. Alors je sais pas si c'est toujours compliqué de dire c'est une des meilleures séries depuis des décennies. Il y a tellement de choses différentes, puis des choses qui nous touchent plus ou moins dans les thématiques. Mais en tout cas, oui, on est dans le top 5. C'est le haut du panier de la série télévisée. Et oui, moi je trouve, en tout cas dans la saison 2, les 2 épisodes réalisés, je me demande si c'est pas le 4 et le 5 par Ben Stiller. Moi je trouve c'est les, en tout cas visuellement, c'est les 2 plus beaux épisodes, en tout cas jusqu'à présent. Ouais, c'est un réalisateur dingo et la série est dingo. Le casting, il est mortel. Magnifique série. Hâte de voir la fin. Moi, avant de passer la parole à Christophe, je serais moins emballé que vous. On a regardé ça avec ma chère et tendre de manière un peu plus, je dirais, on a trouvé qu'il y a des moments ça tournait en rond, que ça se répétait quand même pas mal. Il y a des scènes, il y a des épisodes dédiés à l'enfance de Gemma ou flashback de Cobell qui aurait pu être résumé en 5 minutes. Je trouve qu'il y a il y a un moment, j'ai trouvé que la série pouvait être à 2 doigts de se parodier, à faire toujours alors, il y a des plans effectivement qui sont extraordinaires, mais aujourd'hui tu peux parodier la série. Et j'ai l'impression qu'il y a des moments, voilà, tu vas faire un gros plan très large, hyper décadré, avec un personnage dans un endroit qui peut rappeler quelques plans qu'on avait dans la série Mr. Robot. Pour moi, j'ai trouvé que il y a eu des moments dans la série où ça finissait par se perdre dans ses propres couloirs labyrinthiques, même si pour le coup, il y a vraiment des épisodes clés, et je ne dévoile absolument pas la fin, bien sûr. Il y a sur la fin des choses hyper glaçantes où il casse enfin les codes du visuel qu'on a et qui est hyper intéressant. C'est pour ça que même d'ailleurs l'épisode 4 est vachement intéressant parce que on sort un petit peu on sort de l'humain et voilà. Juste pour moi, alors c'est peut-être aussi le fait je suis d'accord avec ce que tu dis Olivier, les personnes c'est plus sombre. C'est beaucoup plus sombre, mais j'ai peut-être préféré les espèces de mystères et de décalage à la Spike Jonze, etc., ou à la Michel Gondry effectivement, de la première saison. La deuxième, je me dis, et vu comment ça se termine, je me dis ah ouais, faudrait pas trop tirer, sinon je pense que je décrocherais. Christophe.
Alors, ouais, comme vous, je trouve que la série est assez folle. Surtout la première saison qui est complètement dingue. Le concept est fou. C'est hyper bien écrit, que ce soit le scénario ou les personnages. C'est vraiment génial. Après, voilà, c'est une des premières meilleures saisons des séries qu'on a eu le droit. Mais après, je disais la même chose de Handmaid's Tale. Là, la dernière saison est sortie. J'ai pas regardé parce que j'ai abandonné au bout de la 4e. Et j'espère que ça va pas tomber là-dedans à étirer le concept, à ne pas se renouveler et qu'on s'y perde. Après, le final de la saison 2, je ne dis pas ce qui se passe, mais forcément, vu le final, la saison 3, ce sera totalement différente de la 1 et la 2. Je vois, et ce serait bien parce qu'arrivé à un moment, oui, ça peut tourner en rond sur certains moments. Après, il y a beaucoup de mystères dans la série, mais j'espère aussi qu'ils vont pas se la jouer à la Lost et à se paumer, à essayer de donner des réponses qui tombent à plat plus qu'autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse le plus et ce que je trouve énormément réussi dans la série, c'est la dualité entre les inters et les exters. C'est comme ça qu'on les appelle en VF, désolé. Ouais. Je trouve, chaque personnage avec ses deux facettes, ils prennent conscience que il y a les deux facettes, ils voudraient savoir ce que pense l'autre, des fois se donner des messages pour communiquer. Je trouve que la dualité c'est vraiment deux personnalités différentes, totalement différentes dans le même personnage et qui rentrent en conflit avec eux-mêmes. Je trouve ça extrêmement fort niveau émotion. Et après, moi, le côté, je trouve que dans les inters, là, dans la société, il y a quand même constamment un côté rétro et assez déjanté, surtout avec, je sais plus le nom du personnage, là, leur superviseur. Il est, même si la série est plus sombre dans la saison 2, il est totalement barré tout le temps. Il a des réactions de malade. Dans le dernier épisode, il y a toute une scène avec lui, mais qui a pissé de rire tellement c'est décalé. Et ouais, non, franchement, pour l'instant, même s'il n'y a plus la surprise de la première saison, ça reste pour moi une très bonne série. Et j'espère juste qu'ils vont pas étirer les choses, qu'ils fassent 3-4 saisons maximum, mais qu'ils étirent pas le truc pour faire du Handmaid's Tale et que j'abandonne. Mais pour l'instant, je reste ravi. Ce qui est assez drôle, c'est alors évidemment Christophe, tu l'as pas vu, mais j'imagine qu'Olivier, tu l'as vu et Florian aussi, la bande-annonce du dernier Mission Impossible, il y a le même acteur qui joue dedans. Oui, tout à fait. Ouais, et quand j'ai vu sa tête apparaître et que tu l'entends parler, je me dis, en fait, ce mec, je croyais que c'était un génie, mais visiblement, il parle vraiment comme Milchik. Et donc, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Voilà. C'est toujours un peu frustrant. Ouais, c'est toujours un peu frustrant. On se retrouve après la petite virgule pour parler des, non pas un, mais finalement 2 débats de ce mois-ci. En ce qui concerne nos premiers débats, alors on va essayer de faire court parce qu'on a encore fait long comme d'habitude. Malgré leur succès fulgurant sur Netflix, les films d'action comme Ravage, qui vient de sortir, enfin au moment où vous entendez ce podcast, on est le 5 mai au moment où on l'enregistre, il est sorti je crois il y a 10 jours ou 2 semaines, des films d'action comme Ravage cristallisent les limites d'un modèle industriel axé sur la consommation rapide. Les recettes de Netflix pour ces films reposent sur 3 failles structurelles, des intrigues hyper préfabriquées qui recyclent les poncifs du film de vengeance sans surprise narrative entre bar familial repris et gang local à éliminer et vengeance et autres. L'hémorragie des personnages, les protagonistes se réduisent à des silhouettes armées comme le soulignent les critiques sur Ravage. Ce que je lisais, il n'y a pas de développement, juste des corps à corps et une esthétique low cost, transition CGI digne d'un jeu vidéo, les décors aseptisés qui trahissent assez souvent de tournages précipités. Et pour Ravage, enfin Christophe, tu nous confirmeras, il y a eu je ne sais combien d'années de reshoot. Et pourtant, ces films trustent le top 10 grâce à un marketing agressif sur les stars et des climax calibrés pour le scroll. Netflix capitalise sur notre besoin d'adrénaline immédiate, quitte à sacrifier la cohérence narrative. Exemple, Ravage, qui alterne des scènes d'anthologie de violence pure et dure, avec du sang non pas rouge, mais rouge, et des incohérences flagrantes. Alors, les films d'action sur Netflix, est-ce qu'on regarde? Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Olivier? Je regardais, parce que je me disais, ouais, c'est des trucs
Ah, effectivement, c'était de la consommation, mais comme beaucoup de choses même qu'on va voir au cinéma. Hein. Et il y a eu une période, je trouve, où ça restait des bons films de détente, comme on dit. Que ce soit, moi j'avais bien aimé le Six Underground, de Michael Bay. Oh mince, le film avec Chris Hemsworth, enfin où il y en a eu deux, Extraction. Ouais. Tyler Rake, ouais. Et c'est parti, désolé de l'expression, hein, c'est parti en couille avec les The Rock et compagnie là, les Red Notice. Et effectivement, ouais, exactement. Maintenant je regarde plus. Tu me demandais est-ce que je regarde? Non, maintenant je regarde plus. Il y en a eu un avec Gal Gadot. Pour le coup, c'est tout le temps la même chose. C'est écrit avec la truelle. Alors, c'est pas tant que ce soit des clichés, qu'on retrouve tout le temps les mêmes trucs. Oui, bon, là, par exemple, Ravage, oui, c'est de la vengeance. Faut pas oublier qu'à un moment, John Wick, le mec, le pitch de base, c'est on a tué son chien, il veut le venger. Et on a volé sa voiture. Ah ouais, on a volé sa caisse aussi. Bah oui, pardon. Non, c'est juste ce qu'on en fait. Je pense que de base, il n'y a pas de mauvais scénarios. Il n'y a pas de bons ou de mauvais films Netflix d'action. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais selon ce qu'on en fait, même un simple film d'action basique peut être cool. Enfin, on en a tous vu. L'Arme fatale, Die Hard et compagnie. Là, c'est juste que c'est mauvais. Effectivement, c'est du travail à la chaîne, c'est mal gaulé, c'est mal foutu. Ils font les choses pour que ce soit. Alors souvent on dit on a vu un film et puis on l'oublie 2 heures plus tard. Là, on a l'impression qu'il faut que la première partie soit déjà oubliée quand on est en train de regarder la deuxième. Voilà, je pense que c'est le problème. C'est le problème de Netflix. Alors, on parle de Netflix, hein, c'est pas mieux sur les autres plateformes. Hein. Les films d'action de Prime, c'est des bouses en puissance aussi. Hein. Je crois alors, parce que pareil, encore une fois en off, on avait eu le débat. Je pense qu'il y a des choses très bien qui se font sur Netflix dans des films plus dramatiques ou sur certaines séries, mais les films d'action, c'est leur propre némésis, quoi. J'ai l'impression qu'ils savent pas quoi en faire, en fait. Christophe, est-ce que tu regardes, toi, les films d'action sur Netflix? Non, sauf quand on me les impose pour le podcast. Non, ou Ravage, pour le coup, j'avais regardé parce que j'étais curieux. J'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait dans The Raid, qui était déjà un gros film de baston ultra violent, mais que j'ai trouvé plus abouti visuellement. Même si la scène dans la boîte de nuit de Ravage, elle est quand même à tomber par terre. Mais dans le film, là, sa caméra, elle est un peu trop épileptique. J'avais un peu envie de vomir et les FX étaient tout pourris. Pour être plus général sur les films d'action Netflix, je pense qu'en fait, ils s'en foutent de faire des bons films ou des mauvais films, ils font du contenu. Et donc pour faire du contenu, ils prennent des films où le pitch, l'affiche, les réalisateurs, ça parle aux gens pour qu'ils cliquent sur le film, parce que faut savoir que la façon dont sont comptabilisées les vues sur Netflix, en fait, ils vont comptabiliser le nombre de clics qu'il y a eu sur un film. Et après, dès que tu dépasses 2 minutes, ton temps de vision est comptabilisé. Et ils vont faire, pour savoir le nombre de vues, ils vont prendre 5 personnes ont vu un film, mais ils l'ont regardé 20 minutes chacun. Ça va faire 1 heure. Ils vont considérer qu'ils ont vu 1 heure de contenu. Donc, si un film dure 2 heures, s'il y a 10 personnes qui regardent 20 minutes, ils considèrent qu'il y a quelqu'un qui a vu le film entièrement. Alors que les 10 personnes, personne n'a vu le film entièrement. Ils ont tous abandonné parce qu'ils ont trouvé que c'était de la merde. Et en fait, c'est juste le temps de visionnage divisé par la durée du film, ça te donne le nombre de vues du film. Ce qui fait qu'ils ont à chaque fois, quand ils te disent il y a eu 10 millions de vues, 100 millions de vues, c'est pas 10 millions ou 100 millions de personnes qui ont vu le film en entier. Ouais. C'est des gens qui ont lancé le film et au bout de, quand tu arrives à une certaine durée, la somme des durées fait des chiffres astronomiques, mais ils s'en foutent que les gens finissent pas le film. Alors qu'au cinéma, si les gens quittent la salle
au cinéma et qui te font une réputation de merde sur ton film, le film va se planter et il y a un impact beaucoup plus violent. Là, du moment que les gens cliquent sur le film, que ça fait un appel d'offres, le film intéressant qui pousse les gens à aller cliquer dessus, qui en cliquant sur un film vont avoir des envies, des propositions d'autres films, ça fait marcher leur contenu. Pour moi, c'est des films de contenu et puis l'air de rien, ça marche. À chaque fois qu'ils sortent un gros film d'action, tout le monde en parle. Donc c'est comme nous en fait avec nos 35 écoutes par épisode. En réalité, dès qu'il y a quelqu'un qui clique sur l'épisode qui écoute 1 minute, c'est compté comme une écoute, alors que personne nous écoute depuis le début, quoi. Personne va au bout. Personne. Bon, moi, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pensais finalement dans mon résumé, mais là, Ravage, Tom Hardy ne joue plus de toute façon depuis un certain temps et j'ai l'impression encore de voir toujours le même truc qu'il fait depuis Venom. J'ai l'impression que le mec il est resté keblo là-dedans et en fait moi alors, c'est vrai que Tyler Rake j'avais regardé comme ça d'un œil distrait, mais oui, je suis assez d'accord avec Olivier. Les autres propositions de films plus, on va dire, dramatique ou autre chose que des films d'action. Moi, les films d'action Netflix, je passe vraiment à côté. Florian, tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu consommes? Pareil. Non, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. La Ravage, j'ai essayé, j'ai tenu 30 minutes tout à l'heure. Ah bah c'est comptabilisé. C'est comptabilisé. J'ai bien les boules. On aurait dû regarder les 30 dernières. Ouais, bah voilà, je sais pas du coup, mais j'en peux plus en fait des films d'action Netflix. C'est terrible, c'est vraiment dommage. Déjà, mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu la cinématique de jeux vidéo du début. Ouais. Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, c'est vraiment moche. Après, je suis d'accord avec Chris, ils font du contenu, donc il faut. Ça fait un petit événement. Le film, il accroche le top 5 pendant une semaine ou deux, ça suffit. Et puis même nous, on en parle, voilà. Et on en parle. Bon, après, nous, on en parle. Voilà, c'est à la marge. Ouais, mais, attends, on peut être... Attends, Netflix, tu vas voir. On va voir ce que tu vas voir. Alors, tremble, Netflix. Mais bon, voilà, oui, non, il y a plus de surprises. Tu sais que, bon, là c'est même plus te vider la tête, là. Vraiment, et la sirote à la paille, quoi. C'est clair. Et tu me permets de faire une bonne transition en disant qu'on flippe et etc. Enfin, d'ailleurs, c'est pas tout à fait la transition que tu m'as donnée. Je voulais simplement rebondir parce que c'est une news que j'ai vue arriver, je crois hier ou ce matin, sur Trump qui a annoncé. Alors, on est le 5 mai au moment où on enregistre encore une fois cet épisode. Je le précise parce qu'avec Trump, tout bouge quand même de manière très rapide et dans n'importe quel sens, parce que Donald Trump a annoncé le 4 mai son intention d'imposer des droits de douane de 100% sur les films produits à l'étranger diffusés aux États-Unis, invoquant une menace pour la sécurité nationale. Cette mesure s'inscrit dans sa stratégie commerciale agressive visant à relancer l'industrie cinématographique américaine qu'il juge dévastée par la concurrence internationale. Le président américain accuse d'autres pays d'offrir des incitations financières pour attirer les productions hollywoodiennes, qualifiant cette pratique d'efforts concertés contre les intérêts américains. Il affirme que Hollywood subit une mort très rapide, I like this guy, avec des conséquences économiques sur plusieurs régions des États-Unis. Alors, il y a visiblement le champ d'application est flou, parce que aucun détail n'a été fourni sur l'inclusion des plateformes de streaming ou des coproductions internationales comme Mission Impossible, là, le dernier Mission Impossible. Alors, en termes de réaction internationale, on a la Chine, qui est le deuxième marché mondial du cinéma, qui a déjà réduit en avril le nombre de films américains sur son territoire en réponse aux tensions commerciales et l'impact économique. Quand même, le secteur cinématographique américain génère, de ce que j'ai relevé, 279 milliards de chiffre d'affaires et 2,3 millions d'emplois, mais qui traverse quand même une crise liée aux grèves de 2023 et à à l'évolution du streaming. Et l'autre chiffre que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même une baisse de 26% de la production. Alors, c'est pas pour donner raison à Trump, qui adore le podcast. Vous êtes dans un état critique. Yeah, I love this guy. Yeah, I love this. Une baisse de la production en 2024 et en 2020 contre 2021 de
26%. Voilà, une baisse de 26% de la production. Pardon, je le dis dans le bon ordre, au lieu de dire des conneries, une baisse de 26% de la production en 2024 versus 2021. Est-ce que vous avez une petite réaction là-dessus à propos de ça? Olivier, vas-y, tu peux te lâcher. Non, bah de toute façon, que dire de plus que tout ce que t'as dit. Le mec est dans la polémique pour être dans la polémique, en plus d'être à moitié un con. À moitié? Alors, je pense. C'est le cousin de Val Kilmer. Val Kilmer, si tu nous entends. Au-delà de Trump, je pense aussi que pourquoi il y a baisse des productions, c'est que quand leur film coûte 300 millions de dollars, qui filent 50 millions à leurs comédiens, bah oui, c'est sûr que ça impacte sur le reste des films qui doivent être mis en production. Hollywood peut s'en prendre aussi un peu à soi-même. Par contre, ça je savais pas pour la Chine qui avait restreint les films américains, bah ils vont pleurer hein, parce que des films comme Fast and Furious, quand ils rapportent 700 millions de dollars dans le monde, c'est déjà 300 rien qu'en Chine. Donc ils vont effectivement avoir mal aux fesses. Non, bah voilà, pour le reste, ce qu'a dit Trump, ça se trouve il reviendra dessus dans. Bah oui, dans c'est pour ça que jours. je précise. Voilà, effectivement, c'est pour ça que je précise qu'on est le 5 mai. Christophe, Florian, une réaction sur ça avant qu'on passe sur le film Vintage. Ouais, bah oui, comme dit Olivier, il se tire un peu une balle dans le pied parce que une grosse partie des entrées du cinéma américain, c'est quand même le reste du monde, et donc s'il fait des frais de douane, ça va faire comme pour ces frais de douane sur les produits qui viennent pas des États-Unis. Bah, les autres pays vont faire la même chose, et donc il y aura moins d'entrées dans les films américains. En fait, il se tire une balle dans le pied, alors que les Américains au cinéma vont pas voir beaucoup de choses qui n'est pas américaine. Il n'y a pas de version sous-titrée, de version doublée aux États-Unis, donc il y a que des versions sous-titrées, donc souvent ils vont pas les voir. Et comme ils savent pas lire. Je suis pas sûr que ce soit les Américains les gagnants dans l'histoire. On verra. Mais est-ce que c'est pas une envie encore une fois de Trump de tout péter en fait, parce que c'est faire du bruit, hein. Voilà. Non mais c'est que faire du chaos, et puis l'industrie à base cinématographique a priori pas vraiment voté pour lui en dehors de Stallone et quel autre acteur, Mel Gibson. Mel Gibson. Donc Florian. Oui, non, mais bon, je vais pas rajouter à ça, mais c'est un gros débile. Je suis même pas sûr que lui, il comprenne ce qu'il fait à ce moment-là quand il dit ça, mais ça a aucun intérêt, il reviendra forcément dessus, quitte à en plus, enfin, mettre en place tout ça, ça me semble vraiment un truc pareil, pour être là, pour parler, pour montrer qu'il peut taper du poing sur la table, mais ça n'a aucun sens. Et même si, comme tu dis, la production de films américains a baissé, sûrement pas comme ça qui va rattraper la production, ça se fasse vraiment dans le pays, aux États-Unis. Yeah, I saw Florian Maubert in advertising Sunny Todd. Yeah, I love this guy. Yeah, I love this guy. Ouais, voilà. Bah exactement. À l'international, mon gars. Exactement. Bon, eh bien, après cette petite virgule, on se retrouve pour la critique vintage. Imaginez Wall-E en plus kitsch, avec un robot qui ressemble à un mix entre un grille-pain et un Playmobil des années 80. Bienvenue dans Short Circuit, un robot. Alors Short Circuit, c'est quoi l'histoire ? C'est un robot frappé par la foudre qui devient philosophe en engloutissant des encyclopédies comme des Smarties. C'était un peu la version low cost ou la version 0 de ChatGPT, mais avec le charme d'un Tamagotchi géant. Voilà, ça c'était pour vous donner le pitch. Je vous parlerai un petit peu des références cachées que moi j'ai pu voir de ce que je me rappelle de ce film, en tout cas quand je l'ai revu aussi. Est-ce que pour vous c'est un film qui a bien vieilli ou pas du tout? Christophe, vas-y, lance-toi dans la mêlée.
J'avais vu le film une seule fois, donc ça il y a à peu près 40 ans. Et tu nous as demandé de le revoir. Je me souviens que j'ai ri quand j'ai entendu que tu sortais ce nom-là parce que je comprenais pas et je comprends toujours pas. Parce que 40 ans sans avoir vu le film, j'aurais bien pris 40 ans de plus. Hein. Parce que dans le film a méchamment bien vieilli. Et franchement, moi quand je me regarde dans une glace, je suis un beau jeune homme à côté. Il y a pas grand chose qui va. Le scénario, même à l'époque, c'était du déjà vu. C'était du E.T. avec un robot, quoi. Et puis ça le cachait même pas. Et il y a même la scène de l'arrière-cour, la petite cabane en arrière-cour. Les personnages sont caricaturaux, mais c'est pas possible. Il y a l'assistant du scientifique, mais il a des blagues, même ton tonton gênant là pendant les repas de famille, il oserait pas les sortir. Ah non, mais c'est l'enfer. Les blagues sur le sexe, les gonzesses et compagnie, mais quel enfer. Il y a une blague, c'est j'ai ma stouquette qui va devenir comme je sais plus, comme un marteau pilon ou je sais pas quoi qui sort, les gars, mais j'étais mais what the fuck. Et puis je l'ai regardé en français pour le voir comme quand j'étais gamin, l'accent de merde qu'ils lui ont foutu au gars, je sais pas si c'est la même chose en VO, mais non, c'était long, hein, ça a été compliqué. À la rigueur, je vais sauver le robot qui, pour les années 80, c'était en animatronique et c'était plutôt bien foutu pour l'époque, contrairement aux effets pyrotechniques que je pense qu'à l'époque de nos Comment Movies, quand on faisait nos courts-métrages, on aurait pu faire mieux. Mais non, c'était dur pour moi. Bon, quand même, c'est un film qui a inspiré Pixar pour faire Wall-E, hein, le robot en tant que tel. Oui, le design du robot. Le design du robot, bien sûr. Florian, toi, t'avais jamais vu ce film parce que t'étais pas né. Alors il est sorti l'année de ma il est sorti en 86. Donc je suis assez raccord avec Chris. Franchement, je sais pas si je dois te remercier pour cette découverte. C'est fait exprès, les gars. Ou te me dire, putain, c'était vraiment pénible. Il y a 2-3 vannes qui m'ont quand même bien fait marrer, mais bon, faut le prendre au second degré, voire au troisième, quatrième. Oui, il y a un sous Spielberg, un sous E.T. Je suis d'accord sur le fait que le numéro 5, il est quand même plutôt bien glandé pour l'époque. Après, il se passe pas grand chose, c'est pas très bien joué. Au départ, tu te dis, tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce film? Puis à la fin, t'as compris pourquoi. Hein. Alors, faut se replacer dans le contexte de l'époque aussi, hein. C'est pour ça que. Dans le contexte de l'époque, voilà. Gamin à l'époque aussi. Oui. Ouais, bien sûr, mais bon, voilà. Film pour gamin, bon, j'avais 13 ans, j'avais kiffé, moi. Olivier, viens à mon aide, s'il te plaît. Ou pas? Non, je suis d'accord. Non, mais je suis complètement à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, je trouve que ça garde quand même son charme. Alors, il faut se remettre dans le contexte, comme tu disais, Lilian, tout à fait. Moi, je trouve que ça garde de son charme, malgré tout. Alors, c'est peut-être un côté Madeleine de Proust, ouais, j'avais vu ça, comme tu dis, j'avais 12, 13 ans, ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est de se dire, parce que t'en parlais, Florian, c'est là que le bas blesse, c'est que ça a quand même 5 ans c'est 5 ans plus jeune que E.T. 4 ans. E.T. c'est 82, du coup j'ai regardé. Ah oui, c'est 82, 4 ans. Ça a Ouais. 4 ans de moins qu'E.T. et c'est 10 000 fois moins bien gaulé que E.T. Ouais. Et surtout, c'est de se dire que tu fais découvrir aujourd'hui à un gamin de 10 ans E.T., il va triper. Ouais. Il regarde short-circuit, il s'endort au bout de 4 secondes, quoi. Il te refuse en tant que père. Il te renie. C'est ça. Et je pense effectivement qu'il comprend pas une seule des vannes, quoi. Ouais. Voilà. Donc oui, ça a super vieilli. Après, pourtant, c'est le réalisateur, c'est John Badham. C'est le mec qui a fait La Fièvre du samedi soir, Tonnerre de feu, War Games, qui ont beaucoup moins vieilli pour le coup. Mais voilà, ça reste sympa. Moi, ça m'a fait plaisir de le revoir. Moi, ça me fait plaisir de revoir Steve Guttenberg.
Ah bah bien sûr, Police Academy quoi. Lui, ça m'a fait vraiment plaisir de le revoir. J'aurais pu vous affliger Johnny 5 à la suite, parce que dans Johnny 5, si je me rappelle, il vend des aspirateurs en porte-à-porte. Ouais, exactement. donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment plus loin. Non, c'est vrai que quand j'ai pensé à ça, c'est que bon, évidemment, je pensais à ce côté Madeleine de Proust et Wall-E, et en revoyant le film. Cela dit, le générique de début est plutôt pas mal. Et puis, tu dis, il y a une idée qui est là, qui est profonde, qui est loin. Le coup du coup de foudre, enfin de la foudre qui lui tombe dessus, ce côté Frankenstein. Et puis ce robot qui a une envie d'apprendre 1 million de choses. C'est ChatGPT. Oui, non, mais voilà, c'est ce que je disais, c'est une version 0 de ChatGPT et compagnie. Alors c'est vrai que ce que je me suis amusé à faire, c'est écouter les voix en français et les voix en anglais, et d'entendre les vannes anglaises qui sont pas tout à fait que les mêmes vannes françaises. Et c'est là où tu vois aussi que dans le doublage, il y a parfois des libertés prises encore par les doubleurs français, et parfois à raison, hein. Je regardais aussi, alors ça, on en parlera sûrement à un autre moment, mais Thor Ragnarok. Et un moment, dans la toute première scène, t'as Thor qui fait sa surture et qui lui dit son of the beach, et en français c'était traduit fils de harpie, et les mecs disent même pas fils de pute quoi. Donc c'est ça aussi que je trouvais drôle. Bon, merci les amis en tout cas d'avoir participé à ça, à cette petite torture, et c'est à Olivier de nous annoncer en direct quel film qui veut que l'on regarde pour la prochain podcast. Alors on va passer de l'enfance au beaucoup plus adulte. J'ai décidé de vous proposer, parce que je sens qu'il va y avoir débat, Basic Instinct. Oh. Pas mal. Pas mal. Intéressant. Ça, Je l'ai revu en plus. T'allais te venger. Ouais. Je l'ai revu en plus il y a pas très longtemps, donc c'est assez cool. Super. Eh ben, merci. Donc on a tous, on va tous profiter pour regarder la scène image par image. Vous savez très bien de laquelle je parle. Et puis on verra si effectivement tout ça a encore bien vieilli. On se retrouve pour les recommandations de la fin après cette virgule. Alors, quels sont vos coups de cœur, vos petites recommandations de fin de podcast, Olivier? Alors, je vais vous parler de mon obsession pour les hôpitaux, encore une fois. Il y a 2 mois, je vous parlais d'Hippocrate. Là, il y a une série qui est sur Max, qui s'appelle The Pit, comme Pittsburgh, parce que c'est un hôpital de Pittsburgh. En fait, c'est l'équipe d'urgence, les producteurs scénaristes qui se sont remis pour une série en mode 24 heures chrono, c'est-à-dire c'est 15 épisodes et c'est 15 heures de la vie des urgences de cet hôpital. Alors pour faire très court, c'est très drôle parce que ça parle de, entre guillemets, la même chose qu'Hippocrate, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les hôpitaux aujourd'hui avec les restrictions de budget, de plus en plus de malades, mais c'est le film d'auteur versus le blockbuster hollywoodien, quoi. Mais ça reste tout aussi intéressant. C'est une autre façon de raconter ce qu'est un hôpital, les urgences aujourd'hui. Et on retrouve d'ailleurs, c'est drôle, Noah Wiley qui était le jeune interne qui rentrait au tout début d'urgence, le petit puceau qui fait sa première année de médecine et qui là devient le vieux roublard des urgences. Voilà, c'est une série hyper intéressante, hyper fun, hyper bien jouée avec les situations à l'américaine. C'est sur Max, c'est une série HBO. D'accord. Qui a été jusqu'à l'arrivée de The Last of Us, le plus gros succès de la chaîne depuis le début de l'année avec White Lotus. Et je pense qu'on parlera bientôt de The Last of Us. Florian, ta recommandation à voir, à lire, à entendre? Alors moi, je vais vous parler d'une série qui s'appelle The Studio sur Apple+, où on voit le personnage de Seth Rogen, j'ai toujours du mal à le prononcer, qui est aussi le créateur de la série. Donc il va remplacer
ancienne productrice à la tête de ce studio qui s'appelle le Continental. Et donc il va être projeté dans les responsabilités de gérer un studio. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Il y a une liste de guests monumentale. C'est tout le cynisme du cinéma hollywoodien comme on l'imagine. Il y a énormément de plans séquences, que c'est l'année des plans séquences. Il y a un petit peu plus de montage, un petit peu plus de raccords dissimulés, mais c'est malin, les durent environ entre 30 et 40 minutes, mais c'est vraiment un shoot d'adrénaline. On est avec ce producteur-là qui essaye de se dépatouiller de toute situation en passant des égos, des stars, ou alors il y a un épisode, l'épisode 2 ou 3, il se prend s'il doit faire un retour à Ron Howard sur son film et tout, et ça prend une ampleur énorme, et c'est vraiment c'est évidemment bien joué, c'est bien rythmé, franchement c'est très très cool à regarder. Et moi j'ai vu que l'épisode 1 avec Scorsese, c'est quand même très très drôle, et j'ai très envie de voir génial. La suite. C'est très énergique. Christophe, ta recommandation à voir, à lire, à entendre? Alors, j'étais parti pour vous parler de Astérix Obélix, le combat des chefs, mais je pense que tout le monde connaît parce que c'est en train de faire beaucoup parler en ce moment. Et c'est pas mal du tout. Donc à la place, j'ai plutôt... Attends, excuse-moi Christophe, t'es très très loin, je t'entends à peine. Je t'entends pas du tout. Je recommence? Ah là oui, là c'est mieux là. On va recommencer. Vas-y. Donc, alors et toi Christophe? j'avais... Attends, excuse-moi, laisse-moi te relancer, pardon. Ok. Et toi, Christophe, quelles sont tes recommandations à voir, à lire, à entendre? Alors, j'avais hésité à vous parler d'Astérix et Obélix, le combat des chefs, qui vient de sortir, produit et réalisé par Alain Chabat. Et c'est en train de faire pas mal parler d'elle, donc je vais plutôt prendre un truc moins connu. Une mini-série coréenne que j'ai découvert au début du mois, qui s'appelle Karma. C'est le destin entrelacé de 6 personnages, et en fait, il y a 6 épisodes. Chaque épisode va être concentré sur un personnage au sein d'une même histoire. À chaque épisode, on va découvrir les secrets et les choix du passé du personnage en question, qui va impacter l'avenir de tout l'ensemble des personnages. C'est une série coréenne, donc il y a un mélange des genres et un côté what the fuck par moment, voire déjanté. On surfe entre le thriller principalement, mais aussi le drame et la comédie un peu barrée par moment. C'est sur la culpabilité, la rédemption, la vengeance. Et donc on a une intrigue à tiroir qui va multiplier les rebondissements, qui va jouer avec les apparences et avec les attentes du spectateur. C'est assez addictif, et franchement, j'ai regardé les épisodes en une semaine, un épisode par jour, et c'était un bon petit moment. Et de mon côté, la série est en cours. 6 épisodes ont déjà été lancés au moment où on enregistre cette émission. Je parle bien évidemment de Andor saison 2. La première saison d'Andor, pour moi, c'est extraordinaire. Je sais que Florian n'a pas accroché, qu'importe, c'est un con, comme Val Kilmer. D'accord. et la saison 2 est absolument exceptionnel. Il y a la fin de l'épisode 3, c'est une démence. En fait, d'un coup, Star Wars, Andor, rend l'univers de Star Wars complètement palpable et réel, loin de tous les sabres laser, de la force et tout ça. Il nous montre que l'héroïsme n'est pas simplement réservé à Han Solo ou Luke Skywalker, que sans tous ces personnages-là, toute la résistance, toute la rébellion ne peut pas exister. Ça traite des sujets hyper sombre, hyper politique, hyper intéressant. Ça va quand même très loin, je trouve. Il y a même des scènes qu'on n'a jamais vues. On parle carrément de viol et tout ça dans l'univers de Star Wars. C'est une dinguerie. Diego Luna a toujours un charisme de fou. Le premier épisode, je vous jure, s'il n'y a qu'un épisode à voir, vous regardez le premier épisode. On est avec le Dr. Krennic, qui est donc le méchant principal de Rogue One, qui est en train de fomenter un plan pour, en gros, aller chercher un matériau spécial pour leur future étoile noire. Et les mecs, c'est une vraie réunion de mecs de chez Total
qui sont en train de se dire comment on va piller tout le lithium ou tout piller tout le pétrole de tel ou tel pays en s'en foutant de totalement des habitants et tout ça. Et de l'autre côté, t'as Andorre qui se retrouve avec une espèce de rébellion naissante, et c'est des écolos qui sont pas foutus de se mettre d'accord entre eux, de savoir qui est le chef. C'est une dinguerie. J'ai revu 2 fois cet épisode tellement c'est hyper intelligent. Il y a une sous-écriture de Tony Gilroy là-dedans qui est merveilleuse. C'est un chef-d'œuvre absolu. Mandalorian, c'est vraiment très bien. The Clone Wars, c'est une série qui est extraordinaire. Mais Andorre, pour moi, ça pète absolument tout. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler prochainement si vous la regardez. Et c'est hyper bien réalisé. Voilà, les amis. Olivier, merci. Mais de rien. Florian, merci. Mais merci, avec plaisir. Et Christophe, merci. Pas merci à toi pour Short Circuit, mais sinon bonne soirée. Voilà, on termine et on finit dans un état critique. Merci à vous 3. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire de bonnes toiles. Ciao!